Bonjour, bonsoir. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui va prendre place en Ukraine. Nous sommes dans la nuit du 25 au 26 avril. Il est 1h23 du matin et le réacteur numéro 4 de la centrale Vladimir Ilitch Lénine explose. Cette catastrophe, ça va être la pire catastrophe nucléaire de l'humanité. Tchernobyl. Pour comprendre les problèmes de Tchernobyl, il va falloir revenir un peu en avant. Nous sommes donc à la centrale Vladimir Ilitch Lénine. Le réacteur numéro 4 a terminé sa construction depuis maintenant 3 ans. Le 25 avril 1986, à 10h, notre camarade Anatoly Dyatlov, responsable du réacteur numéro 4, est convoqué au bureau du camarade Viktor Bryukhanov, directeur de la centrale. Il devait donc y avoir un test de sécurité important qui aurait dû être fait bien avant pour savoir si la centrale pouvait subir une perte de courant et donc passer sur la grille des générateurs. Pendant cette convocation, Viktor Bryukhanov va donc demander à Anatoly Dyatlov de repousser le test parce que pendant l'URSS, ils avaient des contrats d'électricité, donc ils devaient produire une certaine puissance pendant un certain moment, histoire de rentrer à chaque fois dans les quotas demandés par le gouvernement. Le test est donc repoussé à plus tard et pendant la journée, le réacteur est descendu à une puissance de 1000 MWh. Le 26 avril, à minuit, le réacteur est donc abaissé de 1000 MW à 700 MW. Il arrive donc à 700 MW et il commence à être légèrement instable. Il est minuit 5 à ce moment-là. À minuit 28, la puissance est amenée à 500 MW. Troptunov, qui est donc un des travailleurs de l'équipe de nuit, passe accidentellement d'un contrôleur fonctionnel à un contrôleur hors service, et ce qui fait baisser le réacteur à une puissance de 30 MW thermique, ce qui équivaut à 10 MW électriques, ce qui est tout à fait insuffisant. Donc le réacteur subit un crash. Et là, normalement, la procédure est l'arrêt du réacteur pendant 24 heures parce que il y a un sous-produit de la réaction nucléaire de l'uranium qui s'appelle le xénon 135, qui est un absorbant nucléaire. Le xénon 135 va diminuer la réactivité de l'uranium énormément. Donc pour rétablir ce problème, parce que il faut savoir aussi que du coup le réacteur il aurait dû s'arrêter pendant 24 heures. Ça a été ignoré par le camarade Dyatlov qui est donc responsable du réacteur numéro 4. Et donc pour essayer de remonter la puissance du réacteur, ils enlèvent les barres de contrôle. Le réacteur remonte à 200 MW et le système automatique restabilise le réacteur. À minuit 35, une alarme thermohydraulique est ignorée sous les ordres à nouveau d'Anatoly Dyatlov, qui apparemment menace l'équipe présente de licenciement. Il est maintenant 1h du matin
et le réacteur atteint les 200 MW thermiques. À ce moment-là, le xénon commence vraiment à descendre dans le réacteur, ce qui le rend de plus en plus instable. À minuit 3, l'activation des pompes de réserve pour mettre de l'eau supplémentaire dans le réacteur déstabilise encore un peu plus le réacteur. Alors en quoi l'eau déstabilise un réacteur? Parce que c'est quand même un élément important. L'eau va être un extrêmement bon absorbant nucléaire lui aussi. À 1h15, la désactivation des systèmes de refroidissement et d'arrêt d'urgence pour le test est mise en place. À 1h19, une alarme de débit minimal de vapeur due à la perte de puissance du réacteur à cause des pompes de réserve va engendrer la désactivation de ces pompes de réserve. Le réacteur devient de plus en plus instable. À minuit 23, le début du test, les valves d'apport de vapeur aux turbines sont fermées. Et pour rappel, les alarmes de sécurité ont pour la plupart été désactivées. Et c'est une chose non conforme par rapport à ce qu'ils auraient dû suivre. Et ils n'ont pas que désactivé les alarmes, ils ont aussi désactivé l'arrêt automatique du réacteur. Donc le turbo-alternateur responsable des pompes de refroidissement a un débit qui décroît de plus en plus. Et c'est normal, c'est parce que du coup ils ont arrêté l'apport en vapeur aux turbines. Sauf que du coup, le réacteur est de moins en moins chauffé et l'eau à l'intérieur commence à bouillir. Sauf que dans les réacteurs de type RBMK, il y a un coefficient de vide positif. Coefficient de vide positif, c'est-à-dire que la vapeur, comme elle absorbe beaucoup moins les radiations que l'eau, ça va engendrer une prise de puissance du réacteur. Et de plus, la vapeur s'échauffe, bref, ça refroidit beaucoup moins bien que l'eau. Donc on a une rapide montée en puissance du réacteur. À 1h23 et 25 secondes, la pression de la vapeur est tellement puissante qu'elle déforme les canaux dans le cœur du réacteur. À 1h23 et 40 secondes, devant l'emballement du réacteur, pression de AZ5, qui est l'arrêt d'urgence du réacteur de Tchernobyl. Ça descend les barres de contrôle qui, je le rappelle, avant avaient quasiment toutes été sorties, seules 9 restent à l'intérieur. Sur les réacteurs de type RBMK soviétique, la descente de ces barres de contrôle en 20 secondes. À 1h23 et 45 secondes, une explosion de vapeur envoie la dalle de béton de 2000 tonnes du réacteur dans les airs et retombe de biais, ce qui a fracturé aussi le cœur du réacteur. Il y a alors une radiolyse de l'eau qui va séparer l'hydrogène et l'oxygène à cause de l'extrême puissance des radiations à ce moment-là, ce qui va faire une seconde explosion, cette fois-ci une explosion à l'hydrogène et plus à la vapeur, qui va détruire les toits de l'unité 4 de la centrale et répandre le graphite du réacteur un petit peu tout autour. La radioactivité à ce moment-là est si forte qu'il y a une sorte de rayon de lumière bleue qui est au-dessus du réacteur qui donc a découvert. En 5 secondes, le réacteur a produit plus de 50 ans d'électricité pour l'URSS tout entière. Alors, en fait, pourquoi le réacteur il a explosé ? Donc j'ai parlé du sous-produit Xénon 135 et du fait que normalement le réacteur aurait dû être arrêté pendant 24 heures parce que ce sous-produit il va absorber énormément les radiations et c'est un produit qu'on ne veut pas du tout. Le Xénon 135, en termes généraux, quand le réacteur est à peu près à pleine puissance, il est automatiquement brûlé par celui-ci et donc il n'y a pas de souci. Mais je vous rappelle qu'à 10h, donc, Anatoly Dyatlov, il est convoqué dans le bureau de Viktor Bryukhanov
et ils doivent repousser le test. Sauf que le réacteur, à ce moment-là, la puissance est descendue à 1000 MWh. 1000 MWh, c'est bien en dessous, c'est, je crois, la moitié en fait de la puissance maximale. Donc, il va y avoir de plus en plus de xénons qui va apparaître. Ce qui va mener au crash du réacteur et au fait qu'ils ont levé les barres de contrôle. C'est une erreur, ils auraient vraiment pas dû, mais ils l'ont fait. Dyatlov l'a commandé. Donc, on a les pompes qui ont été aussi activées, qui ont mis une décroissance de puissance thermique du moteur qui est assez énorme, qui ont été désactivées par la suite, les pompes de réserve, hein, là je parle, et après les pompes de refroidissement qui vont être peu à peu désactivées par la perte de puissance. Pourquoi la perte de puissance? Parce que justement, pendant qu'il y a une perte de courant à la centrale, c'est donc les générateurs qui prennent place. L'idée, c'était de laisser les turbines fonctionner. Avec l'énergie résiduelle du coup des turbines, on allait prendre l'électricité en attendant que les générateurs s'activent. Les générateurs de la centrale Vladimir Ilyich Lénine prenaient 90 secondes à devenir fonctionnels, ce qui est énorme. Donc, on a un réacteur instable à cause du xénon, de l'eau, du refroidissement qui n'est plus présent. Le réacteur aussi, je le redis, a un coefficient de vide positif. Toutes les barres de contrôle ont été remontées, donc le réacteur monte en puissance, il n'est plus refroidi, il fait chauffer l'eau, l'eau se transforme en vapeur, ce qui augmente encore la réactivité du moteur, et donc le moteur s'emballe énormément, et donc j'ai dit à 1h23 et 40 secondes, à Z5, le bouton d'arrêt d'urgence est pressé. Dans un réacteur RBMK, les barres de contrôle ont au-dessus du bord qui va permettre de stopper la réaction nucléaire et en dessous du graphite qui va permettre de booster la réaction nucléaire un bon coup. Et comme toutes les barres de contrôle, quasiment toutes, il n'y en a resté que 9 dans le réacteur, sur 150 je crois à peu près, vont commencer à descendre. Dans un réacteur de type RBMK, la descente des barres de contrôle prend 20 secondes. Aujourd'hui, en Occident en tout cas, les barres de contrôle sont censées pouvoir descendre en moins de 2 secondes jusqu'en dessous du réacteur. Aussi, je rappelle que du coup, comme le réacteur s'est bien emballé, il y a eu énormément de pression, ça a déformé des canaux. Et comme le graphite se trouve en bas de ces barres, c'est aussi lui qui rentre en premier dans le réacteur. Le réacteur donc est boosté, mais énormément boosté. Et la déformation des canaux va empêcher de rentrer plus les barres de contrôle que ça. Donc il est boosté en continu. Là, donc le réacteur a une production de vapeur énorme. Ça nous conduit à nos 2 explosions. Il faut savoir que vraiment, ces barres de contrôle, l'erreur du design est gigantesque. Énorme. C'est comme si vous vouliez appuyer sur l'accélérateur avant de pouvoir freiner. C'est un peu bête. Et tout ça, ça aurait pu être évité tout simplement s'ils avaient arrêté le réacteur pendant 24 heures pour laisser le Xénon 135 disparaître, respecter un peu plus les consignes de sécurité, comme ne pas enlever l'arrêt d'urgence automatique du réacteur, qui était non conforme pour ces tests-là. Ça a été demandé par Anatoly Dyatlov, qui est donc responsable du réacteur numéro 4, qui était qualifié par tout le monde comme un tyran. Et pour comprendre un peu mieux, en fait, Viktor Bryukhanov, qui est directeur de la centrale, avait besoin qu'on fasse ces tests. Pourquoi? Parce que si ces tests étaient effectués, l'URSS allait le promouvoir à un poste un peu plus haut. Sa place étant libre, Anatoly Dyatlov aurait pu monter lui aussi en grade. Donc, son envie absolument de monter dans l'échelle sociale en quelque sorte, et le fait que de base déjà c'était un tyran et un mec absolument pas stable mentalement, l'a poussé à continuer les tests de manière extrêmement dangereuse. Le réacteur atteignait des niveaux d'instabilité incroyables et aujourd'hui, à cause de l'envie de pouvoir d'une personne, on en arrive à une des pires catastrophes nucléaires du monde. Il y a beaucoup de choses à dire sur Tchernobyl,
Moi, je trouve que c'est un sujet très intéressant. Là, on a parlé donc de l'explosion du réacteur, des causes, et ça m'intéresserait de savoir si vous voulez éventuellement une prochaine vidéo qui pourrait toujours être sur Tchernobyl, mais qui pourrait être plus après l'explosion. Quelles conséquences ça a eu, qu'est-ce qui s'est passé en fait, et je pense que ça peut être extrêmement intéressant. Sur ce, belle journée, belle soirée, c'était l'analyste. Au revoir.